Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Le 6 septembre 2023, il a été porté à la tête de la mairie de Libreville en tant que délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville. Cela fait à peu près 9 mois qu'il a pour mission de ramener l'orthodoxie au sein de cette maison qui était au centre de plusieurs scandales. Vous le savez. À ce propos, le Comité pour la transition et la restauration des institutions lui a confié une feuille de route qui s'articule autour de 4 axes, à savoir l'optimisation de la ressource humaine, la lutte contre l'insalubrité, l'assainissement des finances publiques, mais également la relance du dialogue social. Autant de points qui vont constituer la trame de cet entretien exclusif avec le général de brigade Jules Ibrahim Rapot-Chombo, délégué spécial de la commune de Libreville. Monsieur le délégué spécial, merci de nous recevoir. Merci de me donner l'occasion de m'adresser à mes compatriotes. Alors, lorsque vous êtes arrivé, on vous a vu déployer ce qu'on a appelé la méthode Rapot-Chombo. Il se dit dans les couloirs que vous faisiez même l'appel. Vous étiez très rigoureux avec la ponctualité. On s'est dit, cette méthode-là, on ne la connaissait pas au sein de la mairie de Libreville. Peut-être nous décliner la vision que vous avez pour l'hôtel de ville de Libreville. Disons que c'est simplement qu'en cohérence de ce que j'ai fait avant dans ma carrière, j'arrivais dans une institution où la fréquentation n'était pas forcément celle-là. Alors, il était évident qu'il fallait absolument faire comprendre à mes collaborateurs que ça ne pouvait plus continuer comme ça, simplement. Et donc, il fallait que chacun se mette vraiment dans le mouvement, que chacun se mette au pas pour faire en sorte que nous puissions assurer ce service public pour nos concitoyens dans les temps, simplement. Que si un concitoyen vient à la mairie à 8 heures, qu'il y ait quelqu'un au guichet. C'est tout ce que je demande. Alors, avant vous, il a longtemps été décrié les recrutements massifs au sein de la mairie centrale de Libreville qui ne répondaient pas forcément aux besoins réels de l'hôtel de ville. Quelle est votre stratégie pour inverser la tendance et surtout pour optimiser finalement les ressources humaines? Simplement d'arrêter le recrutement pour l'instant. C'était, on va dire, une pratique qui était au courant de l'environnement du moment. Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est vraiment d'arrêter le recrutement pour une meilleure maîtrise de la masse salariale, mais pas que ça. Dans le cadre de la maîtrise de la masse salariale, j'ai également procédé au reversement de tous les fonctionnaires, enfin presque tout, puisque moi je suis encore là, de presque tous les fonctionnaires à leur administration d'origine, parce qu'eux étaient soumis à un traitement, on va dire, en salaire forfaitaire, ce qui était un peu plus élevé que les autres. Donc du coup, ça permet de garder un peu les équilibres par rapport à la masse salariale. Monsieur le délégué spécial, vous dites que vous ne recrutez plus, mais selon certaines indiscrétions, notamment les partenaires sociaux disent que les recrutements se poursuivent du côté de l'hôtel de ville de Libreville. Je demande qu'on me présente un seul qui a été recruté. Alors, peut-être pour évoluer, vous avez dit poursuivre, vous avez décidé de poursuivre l'aventure avec les mêmes agents, vous n'avez pas recruté, vous l'avez dit, donc vous avez continué avec les équipes qui étaient déjà là, mais ces mêmes personnes ont été responsables de certaines dérives par le passé. Pourquoi ne pas chercher à embaucher d'autres personnes? Pourquoi décider de poursuivre l'aventure avec les mêmes? Comme on dit naturellement et le plus souvent, on ne fait pas du vin nouveau avec de vieilles outres. Alors, madame, en ce qui me concerne, l'équation est simple. Je pense que j'arrive dans une institution où il y a des Gabonais qui la servent et je pense qu'il n'était pas de bon ton parce que la solution idéale aurait été que j'arrive et puis je balaye tout le monde pour partir à zéro. Ce n'est pas possible. Il y a ici des pères et des mères de famille, ce sont des compatriotes qui ont des responsabilités vis-à-vis de leur famille et il n'est pas question que je mette tout le monde à la porte. Donc par conséquent, je suis obligé de travailler avec eux, simplement qu'il faut redéfinir les modes de fonctionnement qui va être le nôtre à partir de maintenant. Et c'est vraiment ce à quoi je me suis attelé. Je leur dis, comme on dit un peu chez nous dans l'armée, pas vu, pas pris, si tu es pris, tu sors. C'est aussi simple que ça.
C'est un principe de l'armée et on vous le reconnaît. Pour parler des nominations, monsieur le délégué spécial, il vous est reproché de faire toujours dans le principe de ce que les Gabonais appellent aujourd'hui les copains coquins. On connaît l'expression. Alors, il se dit qu'il a été nommé, par exemple, des conseillers qui sont de catégorie B2, des conseillers de directeurs généraux, chose qui n'est pas permise dans l'administration publique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, madame, vous voyez, j'ai évidemment des reproches, il y en a toujours. J'arrive dans une institution, je ne sais pas si on peut parler de coquin-coquin. En ce qui me concerne, j'arrive dans une institution où je ne connais personne. Je ne connais personne. Et donc, je procède à des nominations, puisque j'avais dit que je confiais l'administration municipale aux agents municipaux. Parce que la pratique était par le fait du portage politique et que chaque maire vienne avec son équipe, balaye ceux qui sont en place et Dieu seul sait ce que cette institution regorge de capacités. Madame, il y avait des médecins, il y avait des architectes, il y avait des ingénieurs assis à la maison, agents municipaux. Simplement parce que les postes étaient occupés par les fonctionnaires emmenés par les différents maires qui se sont succédés. Et donc, le principe de nommer les agents municipaux fait fi des principes de l'administration publique, peu importe la catégorie de l'agent municipal? Pas du tout. Lorsque j'ai nommé, je suis arrivé, informé de cette situation, j'ai demandé qu'on me sorte un peu la liste des agents municipaux qui sont assis à la maison. J'ai nommé mon cabinet, simplement que j'avoue que j'ai eu un petit clin social parce que ça me gênait de voir autant de personnes assises à la maison. Et donc, sans forcément les connaître, je m'adresse au service et je dis, voilà, parce que ce n'est pas moi qui rédige l'arrêté, madame. Ce sont les services, notamment les services des ressources humaines. Il y a un secrétaire général de la mairie. Je dis, ce n'est pas possible que ces gens-là restent assis à la maison. Il faut bien qu'on les remette au taf. Et donc, j'ai demandé quelles étaient les possibilités. On m'a dit qu'on peut en mettre encore conseiller du secrétaire général, conseiller des directeurs généraux, conseiller des directeurs généraux. Sans vérifier à ce moment-là leur catégorie dans l'administration publique. Madame, je me fie au travail que font les techniciens. Maintenant, si d'aventure, parce qu'en réalité c'est toujours comme ça, celui qui se plaint, c'est parce que lui estime que lui n'a pas été placé. Par conséquent, lui, il était plus méritant que l'autre. Et donc, voilà, et on en arrive à des situations où je ne demande qu'à vérifier. Je ne demande qu'à vérifier, mais je voudrais surtout que l'on retienne que le sentiment qui était le mien, c'était de remettre des gens au taf. Dire que c'est coquin, madame, mon directeur de cabinet, je ne le connaissais pas avant d'arriver ici. Mon directeur de cabinet n'est pas mienné, il n'est pas en Pongoué comme moi, il est Téké. Voyez-vous, je ne le connaissais pas du tout. Maintenant, à l'inverse, ça suppose, il ne faut pas qu'on me reproche aussi de pouvoir nommer les miens. Il n'y a pas de raison que je me sente mal parce que j'aurais nommé un Pongoué, alors que là-dedans, j'ai nommé des femmes dans toutes les communautés du pays. Pourquoi est-ce que ça deviendrait maintenant copain-coquin? Ceci étant dit, monsieur le délégué spécial, il y a ce que vous appelez au sein de l'hôtel de ville et même de la mairie, la commission administrative paritaire qui ne s'est jusqu'à présent pas tenue. Il s'agit d'un organe statutaire pour le suivi des carrières des agents, de leur avancement. Pourquoi cet organe ne s'est pas encore tenu? Beaucoup attendent la tenue de cet organe. Écoutez, cette situation est tout simplement le fait d'un blocage. Par le fait qui? d'un blocage par les partenaires sociaux qui prennent part à cette commission. Pour quelle raison? Simplement parce qu'ils estimaient que les conclusions de l'ancienne tenue de la commission ad hoc et paritaire n'ayant pas été exécutées, pourquoi irons-nous dans une autre commission paritaire si les décisions de celle-là n'ont pas été appliquées? Et pourquoi les conclusions n'ont pas été appliquées, monsieur le délégué spécial? Alors là, voyez-vous, c'était avant que j'arrive ici. Pour quelle raison? Je ne sais pas trop, mais toujours est-il que le constat était celui-là, qu'il y avait un blocage. Et dans mes discussions, puisque dès que je suis arrivé, les premiers avec qui j'ai communiqué, c'est d'abord les partenaires sociaux. Et ils m'ont clairement fait part de ce qu'il n'était pas question pour eux d'assister à une nouvelle commission administrative et paritaire, tant que les anciennes conclusions n'avaient pas été appliquées. Qu'on commence déjà par
décliner d'abord ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, avant d'aller à une autre commission paritaire. Ce qui a tout naturellement entraîné quoi? Le retard d'un certain nombre de traitements de situations administratives des agents municipaux. Cela fait à peu près 9 mois que vous êtes là. Pourquoi jusqu'à présent ils n'ont pas gain de cause, ces partenaires sociaux? Mais ils ont gain de cause, madame. Simplement qu'il faut que nous allions de manière méthodique. C'est-à-dire? Il fallait d'abord restaurer la communication avec les partenaires sociaux. Même si certains vous reprochent de ne pas être dans un dialogue inclusif, mais plutôt dans un dialogue exclusif, en écartant certains partenaires sociaux. Ah, là encore, vous voyez, c'est toujours pas moi qui écarte les partenaires sociaux. Madame, il s'est tenu ici, avant que je n'arrive, des négociations avec les partenaires sociaux sous la présidence de la tutelle, c'est-à-dire le gouverneur de l'Estuaire. Et pendant ces assises, avait été retenu un certain nombre de partenaires sociaux. D'autres ont été mis à l'écart. Pour quelles raisons? Je ne sais pas. Mais quand vous arrivez, est-ce qu'il n'était pas, ce n'était pas le lieu de rectifier le tir, de revoir la copie? Madame, ce qu'il y a, c'est que la négociation que j'ai entreprise s'inscrivait dans la suite des conclusions de cette négociation. Donc, du coup, je me dis, je suis en contact avec tous les partenaires sociaux. Simplement que sur les suites à donner par rapport à ce dossier, je continue avec les mêmes acteurs. Mais je suis Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière d'exclure les autres? Non, je n'exclus pas. Je n'exclus pas parce que je consulte. Ils ne sont peut-être pas autour de la table, mais je consulte. D'accord. Voilà. À un niveau soutenu, on l'espère pour vous. En tout cas, c'est ce que vous affirmez. On va évoluer, monsieur le délégué spécial. Quid de la formation des agents municipaux? Quand on arrive dans les mairies, que ce soit la mairie centrale ou dans les mairies d'arrondissement, on se pose beaucoup de questions, notamment avec, on aura l'occasion de parler de la légalisation de documents administratifs ou d'état civil, mais est-ce qu'il y a une formation qui est prévue pour ces agents-là? Alors, justement, ça fait partie, on va dire, des dysfonctionnements que la maison a connus pendant une certaine période. Comment vous réglez la question aujourd'hui? Il est question de reprendre langue avec les différentes institutions de formation, que sont l'ENA, les PCA et même d'autres, pour essayer de relancer la formation continue des agents municipaux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans quel délai? Est-ce qu'on espère avoir cette formation relancée avant la fin du mois de mai ou d'ici la fin de l'année 2024? À l'instant où je vous parle, il y en a qui sont déjà en formation, qui sont partis en formation. D'accord. Il est question simplement de poursuivre cette cadence, de la planifier et de poursuivre cette cadence. Pour légaliser un document administratif, monsieur le délégué spécial, aujourd'hui, vous êtes certainement délégué spécial et c'est peut-être un peu plus facile pour vous, mais pour nous, lorsqu'on arrive dans les mairies et même ici à l'hôtel de ville, ce sont des files interminables. On se pose la question, qu'est-ce que vous comptez faire pour optimiser cette fois-ci le temps de tous les citoyens qui viennent dans vos mairies? Ah, bon, a priori, nous n'avons pas le même retour parce que beaucoup aussi de mes concitoyens, parfois que je croise dans la rue, me disent merci parce qu'au moins on met moins de temps. Mais qu'à cela ne tienne. Probablement que lorsque vous êtes arrivé, il y avait une colonne. Oui. Alors, il faut peut-être croire qu'il y a eu peut-être un dysfonctionnement. Mais en tout cas, depuis que je suis là, l'effort que j'ai essayé d'imprimer, c'est celui de faire en sorte qu'il y ait une nette amélioration du service public. Il faut absolument, parce que tout le monde essaye de valoriser son temps. Il n'est pas question qu'un concitoyen vienne à la mairie pour un timbre, pour une légalisation d'un document et qu'il mette 2 heures, 3 heures pour cela. Voyez-vous, j'ai même autorisé mes adjoints à faire monter des documents en signature, même si nous sommes en réunion. Est-ce que c'est dire que si je viens le matin à 8 heures à l'hôtel de ville de Libreville, à 15 heures, je peux avoir mon document ou un peu avant? Même avant. Avant. Même avant. Parole du délégué spécial de Libreville. On arrive à la légalisation des actes de naissance. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne sont pas détenteurs de ce, je n'ai pas envie de dire précieux sésame, mais de ce document administratif qui est important pour toute la vie de l'enfant. Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes qui pourraient, par exemple, rapprocher les services d'état civil des hôpitaux? Absolument, absolument. C'est même pas moi qui le fais, puisque j'ai trouvé le mécanisme en place. Il y a notamment au sein de Jeanne et Bory, l'hôpital mère-enfant, il y a un bureau chargé des prescriptions de ce fameux
ou de ce nécessaire document sur place. Et c'est un bureau qui dépend de la mairie du 3e arrondissement. Là-bas Uniquement également. à Jeanne-et-Bory? Comment? Uniquement à Jeanne-et-Bory? Et à Jeanne-et-Bory, je crois, à l'hôpital général. Donc, on pourrait tout naturellement l'étendre peut-être aux autres hôpitaux, mais pour l'instant, ce sont, je pense, les deux bureaux qui existent. Maintenant, j'en appelle, permettez que je profite, Allez-y. d'appeler certains parents qui, des fois, abandonnent ces documents auprès des bureaux installés dans les hôpitaux. Pour quelles raisons, je ne sais pas trop, mais dès que les documents sont remplis, les parents disparaissent. Il y a plusieurs raisons, mais c'est à vous de nous Voilà. dire pourquoi les parents disparaissent. Mais l'idée, c'est déjà au moins de répertorier les enfants dans le fichier d'état civil, parce qu'il y a beaucoup aussi qui partaient des hôpitaux sans même, sans avoir la possibilité de revenir à la mairie avec toutes les tracasseries, déclarer les enfants. Donc c'est peut-être déjà... Je suppose déjà que l'enregistrement sur les registres d'état civil se fait sur la base du document qui est délivré par l'hôpital. Mais si le parent disparaît avec, comment on fait? Là est la grande question. Mais à côté de cette question, il y a aussi que dans certaines mairies d'arrondissement, pour ne pas les citer, il y a encore certaines souches qui se perdent, il y a encore des documents qui se mouillent, il y a encore des personnes qui ont des numéros semblables. Moi, j'arrive avec le 1551 sur mon acte de naissance. Quand je demande la souche, mais il s'avère que M. Jules Ibrahim Rapochombo a la même souche, le même numéro. Comment ça se fait et comment on règle la question? Écoutez, madame, ce sont là les travers des dysfonctionnements que l'on a constatés depuis, même avant que je vienne ici, ce problème se posait déjà. Il y a un réel problème de conservation de nos documents, d'archivage de nos documents. Et aujourd'hui, tout l'effort doit être porté sur cette situation de manière à ce qu'il y ait un meilleur archivage. Je vais parler simplement de la digitalisation. Comment elle va se faire, cette digitalisation? Est-ce qu'elle a commencé? Est-ce que vous l'avez testé déjà? Ou est-ce que c'est encore là un projet qu'on annonce pour l'horizon 2050? L'horizon 2050, peut-être pas. C'est un projet, mais un projet que je compte réaliser à très très court terme, parce que c'est, me semble-t-il, la clé de tout. La digitalisation est la clé de tout, parce qu'il est quand même un peu gênant, j'allais dire gênant, de constater qu'aujourd'hui encore, tout à la mairie se passe de manière manuelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à Paris, vous avez besoin de légaliser un acte de naissance. Si vous n'avez pas un parent ici, il vous faudra prendre un billet pour venir à Libreville pour ça. Malheureusement. Alors que, très franchement, avec les nouvelles technologies aujourd'hui, on a la possibilité de le faire tout en étant à Paris. Il faut absolument qu'on accroche à ce projet, mais ça sert aussi dans d'autres compartiments. Effectivement. Voilà. Alors à côté, avant qu'on ne voit cette digitalisation prendre forme, est-ce que vous avez quand même fait une sorte de, je n'ai pas de dire chasse aux sorciers, chasse à la sorcière, de tous vos agents qui, pour certains, iraient encore même chez eux avec certains registres d'état civil, parce que quand on remarque tout ce que j'ai décrié avant, ça laisse quand même perplexe des enfants qui sont encore déclarés les dimanches, alors qu'on sait que vos services ne sont pas ouverts les dimanches. Est-ce que vous avez une méthode, des mécanismes pour essayer de réguler tous ces problèmes-là? Écoutez, pour ma part, vraiment, la méthode la plus simple, c'est de mettre chacun devant ses responsabilités. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà des agents que vous avez mis de côté parce qu'ils ne rentraient pas dans les canaux? Mis de côté, non. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, la mairie de Libreville, c'est un système. C'est un système où tout le monde est un peu solidaire vis-à-vis de ces genres de pratiques. Parce que moi, je ne demande qu'à identifier un cas. Je ne peux pas comme ça, sur les allégations, sanctionner quelqu'un alors que ce n'est pas forcément avéré. Moi, ce que je veux, c'est identifier un cas avéré. À ce moment-là, je prends une décision. Et malheureusement, vous n'avez pas encore identifié un cas, même si je sais que ça les existe. pratiques continuent d'exister.
continue peut-être pas, mais je sais que ça a existé. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je mets chacun devant ses responsabilités. Il y a, par le passé, effectivement, des gens qui amenaient même des registres à leur domicile. Oui. Ce qui est mais alors là, vraiment impensable. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec les maires d'arrondissement, aujourd'hui délégués spéciaux, de cette question. Et il est question vraiment de gérer les registres municipaux avec beaucoup plus de sérieux que par le passé. Alors, vous avez parlé un peu plus haut dans votre propos de maîtrise de la masse salariale. Ouais. La mairie de Libreville, c'est un peu plus de 3000 agents, c'est cela? Un peu moins aujourd'hui. Un peu moins. Combien? Ouais. Dans les 2800. 2800. On parle d'un budget qui se chiffre à hauteur d'un peu plus de 26 milliards, c'est bien cela? C'est ça. Pour être plus précise, 26 milliards 678 655 885 francs. Correct. Correct. Combien vous coûte la masse salariale aujourd'hui? Combien elle absorbe dans votre budget? À peu près un peu plus de 16 milliards, ce qui représente en tout casé près de 80% du budget. Comment on arrive à maîtriser la masse salariale quand 80% du budget dédié à la mairie passe là-dedans? C'est la question que je me pose, madame. Voilà, pour l'instant, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas possible de mettre tout le monde dehors. On gère les situations petit à petit, on essaye de laguer, parce que vous imaginez bien que sur l'ensemble de la population municipale, il y a eu pas mal de situations un peu confuses. Et donc, justement, dès mon arrivée ici, j'ai pris un certain nombre de décisions parce qu'il y avait, m'a-t-on rapporté, et ça a été vérifié, des personnes qui se trouvaient hors du Gabon, qui étaient payées par la mairie. Et donc j'ai commencé par là. À ce niveau nettoyage? J'ai commencé par là. J'ai commencé, pas par nettoyer, je commence par mettre tout le monde en bonne caisse. Qu'on vienne m'expliquer la position, qu'on vienne me justifier cette position. Si elle est davantage justifiée, je n'ai aucun problème. Mais il faudra qu'on m'explique. Beaucoup de bons de caisse, je vous rassure, beaucoup de bons de caisse sont repartis au Trésor. De même, il y a un certain nombre de situations du même calibre qui ont été constatées. Dès qu'un bon de caisse traîne, je demande au directeur général des finances de reverser au Trésor. Ça veut dire que c'est classé. Il y a également des compatriotes ou des collaborateurs qui avaient une double alimentation, c'est-à-dire payés autant par l'administration locale que l'administration centrale. J'ai demandé au directeur général des finances de confronter le fichier solde de la mairie avec le fichier de la NINF. Et là, tout naturellement, est apparu un certain nombre de compatriotes qui étaient en double alimentation. Là aussi, j'ai dit au directeur général des finances, il faut couper. On a coupé donc, de quel côté? Du côté de la mairie ou du côté de l'administration? Moi, du côté de la mairie. Voilà, maintenant après, s'il y a une coupure du côté de la fonction publique, c'est qui va certainement compliquer la situation de l'agent, mais c'est assez risque et péril. Et vous avez juste procédé à la coupure ou il fallait aller quand même un peu plus loin? Parce que finalement, c'est l'État qui a pâti de ces pratiques-là. Est-ce qu'il ne fallait pas poursuivre ce genre d'agent? C'est possible, mais dans un premier temps déjà, dans le cadre de l'assainissement des finances de la mairie centrale, il fallait que je procède déjà à la coupure. 80% du budget absorbé par la masse salariale, ouais. Il vous reste à peu près 20% pour le fonctionnement ou pour les autres investissements. Comment vous faites? Madame, on essaye de survivre avec. Lorsque l'on sait que là-dedans, parce que par rapport aux 26 milliards édictés, ça peut paraître beaucoup. Le pendant de cette recette, c'est la dette qui court à la mairie et qui s'élève à la somme de 29 milliards. Énorme. Énorme. Et donc, j'ai entrepris simplement de garder ici à la mairie tout le contentieux ayant trait au traitement des dossiers par rapport aux agents municipaux. Par contre, tous les autres dossiers de la dette ont été transférés à la task force. Une dette supérieure au budget de la mairie. Voilà.
On imagine bien que c'est assez difficile. Monsieur le délégué spécial, permettez que nous puissions refermer cette première partie. On se retrouve juste derrière parce que les grandes thématiques que certainement les Gabonais attendent, parce qu'il fallait d'abord balayer à l'intérieur de la maison pour comprendre, mais la problématique des marchés, du recouvrement des taxes et surtout la lutte contre l'insalubrité, on en parlera juste derrière cette transition en deuxième partie de cet entretien exclusif avec le général de brigade Jules Ibrahim Rapotchombo, délégué spécial de la commune de Libreville. À tout de suite. Deuxième partie de cet entretien exclusif avec le général de brigade Jules Ibrahim Rapotchombo, délégué spécial de la commune de Libreville, et nous parlons des marchés et de la lutte contre l'insalubrité. Alors, monsieur le délégué spécial, on sait que la mairie ne vit pas uniquement de son budget, il y a également le recouvrement. Déjà nous préciser de combien de taxes dispose la mairie dans le recouvrement? Il y a les taxes journalières, il y a les taxes dues au loyer, parce que quelqu'un peut prendre un étal pour le mois. Je pense que c'est essentiellement ça. Voilà. 2 taxes uniquement. Et pourtant, les commerçants, quand on va dans les marchés, et je ne vous apprends rien, se plaignent de ce que la mairie opère des impositions, une double imposition, une triple imposition. On parle de la place, on parle même de l'hygiène. Vous avez des services d'hygiène au sein de la mairie. On parle de ceci, de cela. Est-ce qu'il n'est pas, ce n'est pas le lieu de rassembler toutes ces taxes en une seule? C'est une proposition. C'est une proposition. Mais ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que, voyez-vous, par exemple, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, dans le cadre de l'hygiène, très souvent, dès que quelqu'un arrive, tout le monde met ça sous l'étiquette de la mairie. Ah, ce sont les agents de la mairie. Mais je peux vous assurer qu'il y a énormément d'acteurs qui œuvrent également, notamment la santé, notamment la Gaza, ils sont nombreux. Il y a une chose que je reconnais par rapport à ce qu'ils disent, peut-être qu'il y a chevauchement. Vraiment, il y a chevauchement des missions qui sont... Parce que je n'ose pas croire que les autres le font de manière comme ça, délibérée. Non, c'est probablement consigné quelque part. À ce moment-là, je reconnais qu'il y a chevauchement et qu'il y a forcément besoin de s'asseoir pour essayer d'harmoniser tout ça. Est-ce que c'est encore aujourd'hui où il faut s'asseoir? On parle même d'une taxe, du nettoyage de l'espace où le commerçant exerce son activité. Il y a eu, certes, avant le CTRI, l'arrivée au pouvoir du CTRI, les assises de la vie chère. Vous êtes arrivé, il y a quand même eu des conclusions de ces assises-là. Comment, au niveau de l'hôtel de ville, vous luttez contre la vie chère? Vous aidez finalement le commerçant à mieux exercer sans peser sous le poids des taxes? Mais c'est-à-dire que ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que il y a dans l'activité que chacun décide d'entreprendre, il y a des règles. Il y a des règles qu'il faut respecter. Lorsque quelqu'un est taxé, il sait que lorsqu'il commence son opération, il y a des taxes à faire. Maintenant, la mairie est ouverte. La mairie est ouverte en ce sens que les services sont là. Il suffit qu'elle vienne à la mairie. Je suis prêt, moi, par exemple, à dire, OK, si quelqu'un veut démarrer, je lui laisse même 2 mois, 4 mois, 5 mois de taxes pour lui permettre de démarrer. Est-ce que vous avez entrepris des discussions avec les commerçants depuis votre arrivée? Absolument, absolument. Est-ce que ça ne se pose pas, ces questions-là ne se posent pas sur la table? Pas en ces termes. En quels termes? Pas en ces termes. Elles viennent, elles me disent, ah oui, mais nous avons besoin de place, il y a trop de taxes. Je dis, OK, je suis d'accord. Maintenant, on fait comment? Ce qu'il faut, c'est qu'il y a une réglementation qui est mise en place. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais, je leur ai dit, que si vous estimez que pour démarrer, c'est assez compliqué parce que, par exemple, les commerçantes du marché de Lomé, lorsque je suis parti là-bas, elles m'ont dit, voilà, aujourd'hui, le marché est pratiquement vide au détriment, enfin au bénéfice du Capal. Beaucoup de commerçants se sont délocalisés vers le Capal. Et donc, celles qui sont restées sont un peu, on va dire, pénalisées parce que la clientèle... Et donc, par exemple, si je pouvais faire un effort dans ce qu'elle devait à la mairie comme taxe, j'ai dit, mais ça, il n'y a pas de problème, on peut toujours arranger ça.
En ce sens que sur ce qu'elle doit, je peux décider, par exemple, de leur laisser Mais vous soit la n'avez pas encore totalité. décidé. Vous pouvez le faire. Je l'ai fait. Vous l'avez fait? Je Vous l'ai avez fait. réduit de combien? Oh, je ne saurais pas peut-être me rappeler maintenant, mais je sais que je l'ai fait par rapport aux commerçants de Lomé. Alors, combien vous rapportent les taxes par jour, par mois, par an au niveau de la mairie de Libreville? Alors, allons-y par an. En gros, il y a un peu plus de 5 milliards. 5 milliards. À quoi vous En gros, les servent? recettes propres. Hein. Oui. À Ouais. quoi vous servent ces 5 milliards? Ben, ces 5 milliards, déjà, je ne les ai pas en tant que tels parce elles sont déversées au Trésor. D'accord. Elles sont Et le déversées au Trésor ne Trésor. vous restitue pas? Vous n'avez Il y a une pas... ristourne qui est reversée de manière séquentielle à la mairie. Et donc, en l'état, elle sert au fonctionnement de la mairie. Il y a, monsieur le délégué spécial, et nous savons que vous le savez, des agents entre griffes véreux qui vont vers les commerçants. Quand je parle de commerçants, pas forcément ceux du marché de Montbouet, mais vers les petits commerces comme les épiciers au quartier, comme les salons de coiffure. Et ils vont interpeller en disant « la mairie de Libreville », quand la personne à peine veut essayer de lire le document, on a tout récupéré et on s'en va avec. On se pose la question, est-ce qu'ici, au niveau de la mairie de Libreville, vous disposez d'un dépôt de mèches, de tissage ou bien de sacs de riz? Madame, il y a certes un entrepôt qui ne ressemble peut-être pas à celui des grandes surfaces, mais il y a un entrepôt. Mais ce que je voudrais dire, c'est appeler vraiment les opérateurs. De ce que, par rapport à la description que vous venez de faire, Oui. lorsque quelqu'un est en règle, je pense qu'il n'a pas de souci à présenter ces documents qui lui confèrent la qualité de Mais quand il y a d'exercer. trafic d'influence, il n'a même pas le temps d'aller chercher ces documents que déjà les agents de la mairie ont tout ramassé. Trafic d'influence par rapport à qui? Par rapport aux opérateurs économiques, c'est-à-dire les agents de la mairie imposent de payer, mais on paye quoi? Montrez-nous un document, on veut bien vous montrer, vous présenter que nous sommes à jour ou pas. Et là, la conversation vire à ce que les agents ramassent. Mais je vous dis tout de suite, ça veut dire que ce n'est pas un agent de la mairie. Est-ce qu'au niveau de la mairie de Libreville, vous avez l'occasion de vérifier tout ceci? Si moi je viens me plaindre, j'ai été victime d'une telle chose, comment on fait? Justement, madame, c'est-à-dire que lorsque les éléments vont sur le terrain, il y a ce qu'on appelle un ordre de mission. Or, je sais, pour avoir été informé, que certaines personnes ou certains anciens agents qui sont partis de la mairie continuent à œuvrer au marché avec des ordres de mission, pas signés de moi, signés de mes prédécesseurs. Est-ce que finalement ils ont raison de vous? Non. Est-ce que vous n'avez pas la main plus ferme que cela? On s'attendait à beaucoup plus de rigueur. Madame, je veux bien avoir beaucoup plus de rigueur, mais il n'est pas question pour moi de mener une action dans l'illégalité. Je dois rester toujours dans la légalité. C'est là que mon action sera, me semble-t-il, le plus efficace. Sinon, je verse dans le désordre, comme eux. On comprend bien, monsieur le délégué spécial, mais jusqu'à présent, ce sont les commerçants qui subissent, malheureusement. Je suis d'accord, et c'est pour ça que dans les échanges que j'ai avec les commerçants, je leur dis, ce que je veux, moi, c'est que filmer, identifiez-moi quelqu'un. Ce que je veux, c'est qu'il faut qu'on arrive à identifier. Me dire qu'il y a des agents qui font oui, mais tout le monde le sait. Mais qui? Est-ce que ce n'est pas parce que la brigade municipale n'existe pas ou ne fait pas son travail? Non, la brigade fait son travail. C'est pas parce qu'un agent ne fait pas son travail correctement qu'elle ne fait pas ce travail. Vous reconnaissez qu'elle ne fait pas son travail correctement? Je dis certains agents. C'est pour ça que je dis souvent, quand je les rencontre, je dis filmez-les. Moi, ce que je veux, c'est avoir la possibilité d'identifier quelqu'un. Et à ce moment-là, je prends une décision. Mais si je sais que les pratiques qui ont eu cours continuent de l'être, mais pour que je puisse avoir une action ferme, une action efficace, il faut que j'identifie les gens justement qui entachent l'image de la mairie. Certains commerçants disent même, et vous reprochent, de ne pas avoir une méthode qui mette à plat tous ces mécanismes peu orthodoxes, et peut-être même que finalement, ce sont les recouvrements qui ont eu raison du délégué spécial. Mais qu'à cela ne tienne, monsieur le délégué spécial. Je l'ai lu. On avance et on parle de la construction des marchés dans Libreville. Libreville ne dispose pas, à proprement parler, d'un marché avec des normes, avec toutes les normes requises. On a certes le grand marché de Montbouet, mais à quand la construction
d'un nouveau marché aux normes? Bon, alors ça, c'est, vous allez dire encore peut-être un projet À l'horizon à l'horizon 2050? 2050. J'ose croiser les doigts et que ça ne sera pas le cas. Il y a le projet de récupérer la zone de la Pairie, Mhm. Un projet qui date quand un même. projet voilà, qui fait l'objet d'un contentieux qu'on est en train de résoudre. Il faut bien qu'il soit résolu pour pouvoir avancer dans le projet. Est-ce Mais, que c'est l'unique endroit où on peut construire un marché dans Libreville? Madame, il vous sera difficile aujourd'hui dans Libreville, je dis bien dans Libreville, de trouver un espace aussi grand que Montbrouet. Ça m'étonnerait. Mais ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à l'activité justement des commerçantes, il y a des marchés, peut-être pas en nombre suffisant, je le concède, mais ce que je dois dire aussi, c'est que il y a, pour l'instant, il y a des places dans les marchés existants. Lesquels? Vous allez au marché de Lomé, il y a des places. Vous allez au marché d'Akébé, il y a des places. Vous allez au marché de Montbrouet, certainement pas. Là-bas, c'est déjà full. Vous allez au marché de Louis, il y a des places. Maintenant, je concède qu'il y a peut-être des petits problèmes de confort. Je le concède. Et mais comment la mairie fait pour régler ces problèmes-là? Comment l'hôtel de ville inverse madame, la vous voyez, tendance? le problème, c'est que tous ces marchés ont été mis sous concession. Et les mettre sous concession, ça veut dire que l'opérateur concédé a des obligations, a des contraintes. Mais si l'opérateur ne réagit pas, est-ce qu'il ne faut pas le changer? Pour l'instant, plutôt que de changer, je suis en train de tout remettre à plat. Parce que même dans leur fonctionnement, dans la relation contractuelle avec la mairie, il y a un décalage insupportable. Et donc, je suis actuellement en train de revoir toutes ces concessions qui, me semble-t-il, faisaient un peu trop la part belle aux concessionnaires. Et donc, voilà. Mais là aussi, on est en train de répertorier des espaces qui pourraient faire l'objet, même si ce n'est pas forcément Montbrouet, mais au moins qu'il y ait des petites unités commerciales un peu reparties dans l'ensemble de la ville de Libreville, pour qu'au moins on essaie de recaser un peu tous ces commerçants. À côté, il y a la question des marchés privés. Quel est le regard que l'hôtel de ville a sur ces espaces commerciaux-là? Le regard que l'hôtel de ville a, c'est qu'il a beau être privé, ça fait l'objet d'une activité commerciale qui parfois prend pied sur le domaine communal. Et donc là, à partir de là, ça répond, encore une fois, aux critères des taxes qui sont soumises à l'activité commerciale entreprise par voilà. Et même si on a cette pléthore finalement d'espaces commerciaux, malgré cette pléthore de marchés, il y a encore que certaines commerçantes, on les retrouve sur le trottoir, vous circulez comme moi au niveau des charbonnages, de Nzayon, et j'en passe. Est-ce que finalement la restauration de l'ordre urbain est une vue de l'esprit, monsieur le délégué spécial? Ce n'est pas une vue de l'esprit, madame, ce n'est pas une vue de l'esprit. J'y crois fermement. À quel rythme? Parce que, au rythme qui n'est peut-être pas celui que souhaiteraient tous les Gabonais. Peut-être pas celui de la panthère, mais peut-être celui de la tortue. Oui, non, mais je voudrais pouvoir avancer méthodiquement et de manière pérenne. C'est pour ça, peut-être que certains estiment que je ne vais pas aussi vite qu'ils le voudraient. Je le concède, ils ont peut-être raison, mais je prends le temps de faire les choses méthodiquement. Les marchés... Ce qui pousse les commerçants sur le trottoir, ce n'est pas forcément l'absence de place dans les marchés. Mais de ce que j'observe, c'est peut-être l'absence de brigades municipales qui viendraient leur dire de ne pas se mettre sur les trottoirs. On en reviendra. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui les pousse sur le trottoir, ce n'est pas forcément l'absence de place. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait pratiquement 1700 places encore disponibles dans les marchés. Mais certains voudraient certainement exercer leur activité plus près de leur domicile, même si je dis aux gens que ce n'est pas possible que chacun crée un marché devant sa porte. Mais ce qui pousse en réalité les gens sur le trottoir, c'est cette espèce de course à l'étal qui s'est instaurée. Course à l'étal, c'est quoi? C'est-à-dire que chacun veut que son produit soit vu en premier. Et ce qui fait que vous allez, par exemple, dans un marché comme le marché d'Akébé.
Vous rentrez dans le marché, il est vide. C'est vrai, il y a quelques problèmes de commodité. Mais vous rentrez dans le marché, il est vide, tout le monde est au trottoir. Vous allez au marché des PK. Il y a même eu un problème parce que certaines commerçantes qui sont dans le marché se sont vues lésées parce que d'autres sortent du marché Bien pour venir au occuper les trottoir et par trottoirs. conséquent, les clients n'entrent plus. Et en plus de cela, Et- la mairie ne dit rien et ne fait rien. Non, madame. Le problème, c'est que nous avons véritablement un problème de permanence. Parce que vous faites quelque chose aujourd'hui, vous les remettez. Vous pouvez rester là une semaine, mais si vous partez au bout de la semaine prochaine, ben, ils reviennent. Avec près de 3000 C'est ça le agents, problème. monsieur le Et délégué c'est pour spécial, il faut peut-être embaucher. Mais si vous voulez, monsieur le Non. délégué spécial, on va peut-être évoluer rapidement. Une question qui intéresse davantage les populations, c'est celle de la lutte contre l'insalubrité. On vient de parler de la question des marchés et le décor n'est pas très reluisant, mais déjà, j'aimerais avoir votre avis. Comment vous trouvez la capitale gabonaise en matière de salubrité? Elle ne répond pas à ce que les Gabonais attendent d'une ville. Qu'est-ce que vous faites pour qu'elle réponde? Ce que je fais, c'est que pour l'instant, je sensibilise. On essaye de communiquer sur la question, en coopération d'ailleurs même avec l'acteur principal qui est Clean Africa et d'autres d'ailleurs, parce qu'en réalité, quand on voit bien le problème, tout le travail est à faire sur l'homme. Tout le travail est à faire sur l'homme, madame. En ce qui me concerne, vous voyez, j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de suivre le travail des opérateurs sur le terrain. Très Je suis le intéressant. travail. Comment? Très intéressant. Je peux me réveiller à 3 heures du matin. Je sais exactement où ils sont. Et est-ce que vous remarquez qu'ils vont partout, vos opérateurs? Ils vont partout. Ils vont partout. Quand il y a des situations qui sont des situations techniques, qui sont... Telles que? Voilà. Et il peut arriver que, pour justement une panne de véhicule, il n'est pas collecté à tel endroit ou à tel endroit. On a l'impression que Mais- votre application n'arrive pas à l'école dragage de Nzayon, monsieur le délégué spécial. L'école Vous dragage passez de souvent Nzayan. par là. Est-ce que là Si. aussi, c'est le fait de l'humain? Absolument, madame, absolument. Pourquoi? Pourquoi je vais vous le dire? Dites-nous. Je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que, simplement, ce que j'ai demandé aujourd'hui, ou ce que je demande aux Gabonais, c'est de pouvoir déposer leurs ordures entre 18h et 21h, Très bien. pendant toute la nuit. Mhm. Clean Africa, par exemple, pour ne pas le citer, fait tout son travail. Vous vous réveillez à 6h ou à 7h, vous passez, il n'y a rien. Mais entre 6h et 10h, 11h, c'est full. Mais comment la mairie de Libreville peut avoir la magnifique idée de mettre 3 poubelles autour d'une école? Où vont les enfants? Où apprennent les enfants? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres endroits? Est-ce que vous n'avez pas plus mal pour la santé de ces enfants-là que pour Clean Africa qui, selon votre application, fait son travail? Ah, madame, je confirme, Clean Africa fait son travail. Maintenant, pourquoi ces 3 poubelles autour de l'école? Est-ce que ce sont les enfants qu'on sacrifie? Non, on ne sacrifie pas les enfants. Si ça sauve, peut-être qu'il y a des enfants, des gens qui travaillent à Clean Africa qui apprennent là-bas. C'est possible aussi. On l'espère pour eux. Bon, non, je ne l'espère pas pour les enfants, madame. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est certainement une anomalie, mais ça révèle quoi? Ça révèle qu'en réalité, ces opérateurs-là rencontrent des difficultés sur le terrain. Pourquoi? Parce que tout le monde veut bien que la collecte soit faite. Tout le monde veut bien qu'il y ait des points de collecte ou des bacs qui soient posés. Sauf que personne ne veut que la poubelle soit devant sa concession. Comment on est à... Maintenant, ce n'est peut-être pas une raison de la mettre autour de l'école. Quand même. J'en conviens. Il faut peut-être que je vérifie. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais certainement appeler C'est important, directrice allez-y. Je suis encore passée par de- là le matin et c'était full. Je suis d'accord avec vous. Je ne dis pas que je n'oserais pas dire que vous me racontez Comment, des monsieur le salades. délégué spécial, Brazzaville, capitale du Congo, Brazzaville, Kigali, capitale du Rwanda, arrivent à être des villes propres, parfois occupent même le top 3 des villes les plus propres d'Afrique, et Libreville croule sous l'état d'immondice? Allons-y, croule sur le tas d'immondice, c'est peut-être un peu exagéré. C'est peut-être parce que C'est vous pas ne fréquentez forcément pas pire les qu'ailleurs. quartiers comme nous, monsieur Si, le délégué madame, spécial. si, madame. Voyez-vous, même si je ne suis pas forcément dans les PK, nous avons tous des parents dans les PK. Donc, par conséquent, je fréquente quand même ces quartiers. Mais même pas que dans les PK, Donc- même à Air France, donc- il n'y a plus de bac à ordures et la poubelle est à même le sol. Mais
Essayons d'évoluer, monsieur le délégué spécial. On comprend que vous soutenez Clean Africa et que malheureusement le travail ne se fait pas comme il convient, mais il y a encore là une taxe. On parlait déjà de recouvrement. Une taxe qui intéresse davantage les Gabonais, elle s'appelle la COM. Est-ce que vous connaissez cette taxe, monsieur le délégué spécial? Absolument. Contribution sur les ordures ménagères, voilà. prélevée automatiquement sur les tickets et d'âne. À quoi sert-elle si Libreville est sale? Pourquoi nous prélever et alors qu'on ne voit pas les actions sur le terrain? Madame, sur cette question, ça va être simple. Allez-y. Pourquoi? Parce que simplement, de cette taxe, j'ose espérer que ça va peut-être se régler d'ici là, mais de cette taxe, la mairie ne reçoit absolument pas un copec. Absolument pas un copec. Est-ce que vous voulez dire que cet argent est détourné? Je ne dis pas que c'est détourné, je dis que la mairie ne reçoit rien du tout. Mais quand une somme qui est destinée à une institution n'arrive pas vers cette institution, c'est qu'elle est détournée. Elle n'est pas détournée, madame. Je dis Dans simplement que la mairie de Libreville ne reçoit rien. Vraiment, vous conviendrez avec moi que c'est une catastrophe environnementale à ciel ouvert. Est-ce que la mairie de Libreville a une politique pour protéger l'environnement, en plus de la décharge de Mindoubé? En plus de la décharge de Mindoubé, madame, cette question, vu l'ampleur qu'elle a pris aujourd'hui, il faut avoir des moyens. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, je ne pense pas. Ne nécessite pas que les 5 milliards que vous recouvrez, par exemple, dans les taxes, ou les 20% qui restent de votre budget, soient consacrés à cette question-là. Je vous disais tout à l'heure que j'avais des problèmes, par exemple, des grosses dettes par rapport au personnel. 29 Il ne faut milliards. pas penser que cette ristourne qui est reversée est là, que ça dort à la mairie. Non, ça sert à quelque chose. Je pense que tout le monde a pris l'ampleur et c'est certainement pour ça que le projet d'une nouvelle décharge donc, ou de traitement des ordures, le projet est sur la table du gouvernement. Certainement parce qu'à l'heure actuelle, ça dépasse la mairie. Maintenant, je le disais tout à l'heure, il faut espérer que, vu l'urgence que requiert ce dossier, que les travaux vont commencer très rapidement. Est-ce que la mairie de Libreville dispose peut-être, pour terminer, en allant vers la fin de cet entretien, monsieur le délégué spécial, d'une politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises? Oui. Quelle est-elle? Comment se décline-t-elle? Aujourd'hui, nous avons pas mal d'entreprises qui sont donc localisées sur Libreville. Et je pense que, je ne sais pas trop si ça a été exploité avant que je n'arrive ici, mais aujourd'hui, on se fait fort de pouvoir mettre à contribution ces entreprises-là pour essayer d'œuvrer, notamment dans le cadre de l'environnement, c'est-à-dire essayer d'exécuter des projets de villes vertes, pour essayer d'avancer un peu sur cette question, mais aussi, pourquoi pas, pour essayer d'avancer sur le problème de curage des caniveaux. Oui, parce qu'il se trouve que quand je suis arrivé à la mairie ne disposait plus du moindre matériel. Aujourd'hui, il y a une capacité que la mairie a totalement perdue, mais totalement, c'est celui de pouvoir, par ses propres moyens, recurer par exemple des caniveaux, parce qu'avant, si vous vous souvenez, il fut un temps même où on disait « Ah tiens, pour la collecte des ordures, c'est le camion de la voirie qui passe ». Aujourd'hui, cette capacité a été totalement perdue. Il n'y a aucun engin à la mairie, aucun. Donc ça nécessite un investissement. C'est tout un investissement à faire, il faut qu'on voie. Par exemple, si je veux enlever une épave sur la route, je suis obligé de louer un particulier pour faire ce travail. Donc, on est à la reconstruction de l'institution à travers ses différents démembrements. Il n'y a pas longtemps, j'ai réactivé, par exemple, le service de dératisation qu'elle n'avait plus. On avance à petits pas, mais probablement peut-être pas à la vitesse que l'on souhaiterait les Gabonais, mais voilà, on avance quand même. Monsieur le délégué spécial, nous sommes quasiment à la fin, mais on vous permettra de conclure, certainement nous décliner, vous l'avez fait en début de cette émission, mais encore à la fin, votre vision à court, moyen et long terme pour l'hôtel de ville de Libreville et peut-être pour tordre le cou finalement à l'insalubrité qui est encore une épine à votre pied. Écoutez, merci beaucoup. Ce que je voudrais surtout passer comme message et qui tient tout naturellement au quotidien des Gabonais, c'est vraiment de dire c'est vraiment de vouloir recueillir l'adhésion
de mes compatriotes sur la nécessité de préserver notre environnement. Ça passe déjà par le dépôt des ordures. Ça passe par le dépôt des ordures. Si d'aventure chacun de nous comprenait que l'on dépose des ordures de 18h à 21h, ça fait au moins que pendant la journée, il n'y aurait pas de poubelle. Rien que ça paraît peut-être anodin, mais rien que ça. Vous parliez tout à l'heure de Kigali, madame. J'ai reçu ici des amis rwandais, et figurez-vous que Kigali aujourd'hui a un rythme de collecte d'une collecte par semaine. Donc ce n'est pas impossible pour Libreville. Ah, ce n'est pas impossible pour Libreville, sauf qu'il faut qu'on en arrive à la situation de Kigali. Peut-être avec un peu plus de moyens, mais tout n'est pas à faire que de moyens, c'est vrai, mais il faut aussi surtout la volonté et l'adhésion de tous. Et la rigueur de l'hôtel de ville. Probablement. Mais parce que l'adhésion de tous, parce que l'affaire de la propreté de Libreville, ce n'est pas qu'une affaire de la mairie. C'est nous qui mettons la ville à salle. C'est nous. Donc, je souhaite très sincèrement que nos concitoyens adhèrent à cette démarche qui consiste à respecter les heures de dépôt d'ordures, parce que vraiment, j'essaie de mettre l'accent sur cette thématique, parce que c'est celle-là qui tient au quotidien des Gabonais. Vous l'avez dit tout à l'heure, 3 poubelles autour d'une école, bien évidemment que j'ai mal au cœur. Mais voilà, ce sont là des thématiques qui tiennent au quotidien des Gabonais. Et si on veut vraiment préserver notre environnement, si on veut préserver le bien-être de chacun d'entre nous, il faut qu'on arrive à souscrire à cette démarche. Il faut absolument qu'on arrive à souscrire à cette démarche. Et nous l'avons bien compris, monsieur le délégué spécial, le général de brigade Jude Ibrahim Rapotchombo est déterminé à mener à bien sa mission à la tête de la mairie centrale de Libreville. Merci, monsieur le délégué spécial, pour cet entretien et pour avoir éclairé l'opinion sur toutes ces thématiques. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie franchement de m'avoir donné cette opportunité. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Cet entretien exclusif est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité et d'autres thématiques.